Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de la journée et deuxième conférence du CEDEC, le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. Alors nous allons parler ce matin de réemploi et nous allons tenter de voir comment favoriser le développement de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, en région Grand Est. On sait que le réemploi est au cœur de l'économie circulaire et que de très nombreuses initiatives voient le jour, spontanées ou encadrées par les pouvoirs publics. Ces dernières ont un rôle à jouer dans l'accompagnement et l'impulsion politique. On va voir ça tous ensemble. Et puis, pour poser le cadre, il y a la loi qui encadre les choses et qui fixe des caps, des obligations depuis février 2020. C'est la loi dite AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle pose des objectifs nationaux de taux de réemploi, de réutilisation, des tonnages de déchets. Nous détaillerons également tout cela. Pour évoquer avec nous les dynamiques et les problématiques de ce secteur, mais aussi pour nous parler de projets qui ont déjà réussi sur le territoire et partager des retours d'expérience, nous recevons Nathalie Pasquet. Je vous en prie, venez avec nous, directrice régionale déléguée de l'ADEME. Installez-vous, voilà, comme vous voulez. Amélia Pereira, chargée de mission développement d'affaires et des structures de l'ESS auprès de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous. Dans le Grand Est. Laetitia Warzé, responsable régionale de collecte Nord-Est chez Écosystème. Hugues Dumont, directeur général d'Utilis. Christophe Fritsch, directeur prévention et gestion des déchets au sein de la métropole du Grand Nancy. Et Antoine Dubois, vice-président en charge de l'ESS à l'Eurométropole Strasbourg et conseiller municipal du quartier de Neudorf. Si je prononce bien, j'espère. Merci à tous les 6 d'être présents. Alors, je signale au public, qui peut-être va grossir au fur et à mesure de la conférence, on l'espère, que des temps de questions-réponses sont prévus dans cette table ronde, à mi-parcours à peu près, puis à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des observations, à noter tout ça. Et nous pourrons échanger et partager autour de tout cela. Nathalie Pasquet, je me tourne vers vous pour ouvrir les débats et pour poser le cadre, comme on le disait. Alors, quels sont les enjeux de cette filière du réemploi à quoi elle ressemble aujourd'hui dans la région? Et plus largement aussi, vous allez nous parler plus largement. Oui, alors je vais vous parler. Est-ce qu'on vous entend? Ils vont monter le son derrière. Oui, d'accord, voilà, merci. ça y est, on vous entend bien. Donc, je vais vous parler effectivement des filières réemploi, un petit peu de comment elles s'inscrivent en fait dans les enjeux, la réglementation, l'évolution et le suivi de ces filières réemploi, réparation, réutilisation. Donc, vous avez parlé de la loi AGEC, c'est vrai, mais il y en avait une un petit peu avant, en 2015, qui était la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, qui a initié un petit peu tout ce qui est économie durable. Donc, qu'est-ce que c'est que l'économie durable? C'est passer d'un modèle en fait linéaire qui fait de l'utilisation des ressources, de la fabrication d'un certain nombre de produits et après de consommer ces produits et de produire des déchets. Donc avec des épuisements successifs et progressifs des ressources et d'utilisation de l'énergie. Donc elle introduit cette loi, le fait que l'économie durable et donc les prémices de l'économie circulaire qui vise, elle, à en fait réfléchir à comment je prends les ressources pour qu'elles soient durables, comment je constitue un produit pour qu'il soit éco-conçu, mais tout au long de la vie, en prenant en compte l'ensemble de son cycle de vie. Utiliser aussi les écologies industrielles et territoriales pour permettre en fait les relations entre les différentes entreprises pour pouvoir utiliser leurs produits entre eux, faire de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération aussi. Et puis, donc là, c'est le produit qui est mis sur le marché. Il y a aussi le comportement des acheteurs qui est aussi à faire évoluer avec une consommation responsable, peut-être des achats collectifs. Et là, on voit aussi qu'apparaît donc dans l'allongement de la durée de vie des produits, le réemploi, la réutilisation et la réparation. Voilà. Et enfin, le recyclage des matières et le tout pour pouvoir avoir un cycle continu. Voilà. Donc le réemploi, c'est plutôt la phase. Alors il y a quelques définitions que je vous ai mises là. Je ne vais pas y revenir dessus. Distinguer les trois. Parfois c'est pas très clair. Donc effectivement, le réemploi, on reste sur le produit. La réutilisation, on passe en phase déchet et on recrée un produit. Et la réparation, on garde la fonctionnalité initiale de ce produit-là. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux, c'est que ça s'inscrit en fait dans une économie durable et une économie circulaire, le réemploi, la réparation et la réutilisation.
Donc, au niveau, point de vue réglementaire. C'est important de savoir oui. dans quel cadre ça s'installe. Voilà. Il y a aussi la responsabilité élargie des producteurs. Alors ça date de 1975, c'est ancien. Et en même temps, ça responsabilise en fait les producteurs, les distributeurs de l'utilisation de leurs déchets, enfin de faire en sorte que toute la contribution à l'élimination des déchets soit prise en compte par ceux qui produisent en fait les produits. Et on parle bien du pollueur-payeur. C'est ça, exactement. L'élimination des déchets, donc on parle d'élimination de déchets, on ne parle pas là, puisqu'on est en 75, on ne parle pas encore d'économie circulaire. Mais effectivement, l'essor des REP, au départ, en 92, on était plutôt sur les piles, effectivement, le papier, les équipements électriques. Et la loi AGEC est venue pour accélérer en fait, ce dispositif de financement de ces filières-là. Avec, ce qui est intéressant, c'est que 5% des déchets ménagers vont aller effectivement vers ce filière de réemploi en objectif. Il y a aussi un certain nombre de filières qui vont être potentiellement accélérées sur un multiple type de produits qui pourraient rentrer dans ces filières-là. Et en même temps, ça s'inscrit dans le contexte global de gestion des déchets, de réduction en fait, de pouvoir réutiliser les déchets à une hauteur de 65% à l'horizon 2035. Et en même temps, elle introduit des notions d'indice de réparabilité. Et aussi, il y a un fonds de réparation et de réemploi qui a été mis en place avec 5% en fait, des fonds qui sont dédiés à ça et qui vont favoriser en fait, des acteurs de réemploi qui étaient déjà existants, qui travaillent sur la seconde vie des produits et notamment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je pense que c'est très important. Ça fait un fonds quand même substantiel, on est autour de 40 millions d'euros. Pour pouvoir porter en fait, ces filières vers l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que je voulais dire sur le contexte. Alors là, je vais y passer très rapidement. Oui, ça c'est l'ensemble des filières. Je crois qu'il y en a une vingtaine, c'est ça, oui. Pour les REP. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'il y en a certaines qui sont portées aussi au niveau européen. C'est celles qui sont ouvertes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, enfin en tout cas vous aurez les documents. C'est celles qui sont un petit peu les plus anciennes. Et après, effectivement, on voit que les dernières années, 21, 22, 23, 24, vous voyez une accélération qui est donnée par l'impulsion de la loi AGEC. Est-ce qu'aujourd'hui, on couvre l'ensemble des déchets par des REP ? Non, j'imagine pas tout à fait. Quasiment. Avec ce qui reste encore, et c'est sur ce sur quoi on travaille d'ailleurs, et on verra après, il reste tout ce qui est les productions culturelles, c'est-à-dire les costumes, les décors de spectacle, etc., qui sont aussi des déchets, ou des produits qui peuvent être réemployés pour d'autres fins. Voilà. Alors voilà, ça c'est juste pour illustrer un petit peu l'ensemble des filières, quel type de produits sont concernés par les filières. Et puis au niveau de l'ADEME, alors le rôle de l'ADEME a toujours été toujours un accompagnateur dans l'émergence d'expérimentation, l'émergence de nouvelles filières, etc. Donc on a toujours été aux côtés historiquement du réemploi, de la réutilisation, de la réparation. Et en même temps, elle a beaucoup financé un certain nombre de recycleries, de ressourceries. Et aujourd'hui, avec ces nouveaux dispositifs qui sont la mise en place et la loi AGEC, on s'efface un petit peu, puisque ça devient un petit peu réglementaire, la mise en place de l'ensemble de ces filières. Et par contre, on a été mandaté pour construire en fait, avec l'État le cadre de fonctionnement de l'ensemble de ces filières, avec les cahiers des charges et la mise en place d'indicateurs pour atteindre les objectifs en fait, de la loi AGEC dans les prochaines échéances qui y sont données. Donc, ce que vous pouvez voir là aussi en bas, quelques chiffres d'enjeux, c'est 16 millions de tonnes de gisements, en sachant que les fonds, c'est 1,8 milliard de fonds qui sont générés par ça, et avec bien sûr la partie emballage des déchets ménagers, qui elle est une aide d'éco-organisme, mais une aide financière. En tout cas, voilà, c'était quand même des données importantes, avec 8 millions de déchets recyclés. Merci. Alors,
effectivement, l'ADEME, maintenant, après avoir construit avec l'État en fait, l'ensemble des filières et avoir fait des agréments, enfin, c'est l'État qui a agréé l'ensemble des éco-organismes pour l'ensemble des filières, elle a un rôle maintenant d'observatoire qui lui est donné par la loi climat et résilience, son article 25, qui permet de positionner en fait, l'ADEME en suivi de l'ensemble des filières et des objectifs attachés. Donc son rôle a évolué avec ces lois. Alors, et en même temps, ça ne veut pas dire que pour autant, on n'est plus là. C'est-à-dire que pour l'ensemble des études globales, d'aide à la décision, de connaissances, hein, on sera toujours aux côtés des différents porteurs de projets pour les aider, dans la mesure où ils associent en fait les éco-organismes qui ont été mis en place. Et de la même manière, sur des investissements, c'est pareil, dès lors que, donc c'est au cas par cas, mais dès lors qu'il y a des structures qui se mettent en place, notamment côté ESS, et qui ont des engagements de la part des éco-organismes sur des flux en fait, qui pourraient être portés par l'éco-organisme et pour la recyclerie qui serait en place, il y a peut-être effectivement des moyens complémentaires qui pourraient être apportés par l'ADEME. Voilà. Donc on est encore là, mais moins qu'avant, parce que ça devient réglementaire et c'est le fonctionnement effectivement comme ça que fonctionne l'ADEME depuis toujours. En fait, on est un impulseur. Voilà ce que j'allais dire, vous avez servi d'impulsion. Alors, pour vous dire quand même, c'est sur les chiffres et arriver sur l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a quelques chiffres là sur les deux modèles économiques, l'un plutôt conventionnel et l'un sur l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez qu'en termes de volume de tonnes gérées par l'économie sociale et solidaire, qui est la partie entourée en rouge, on est à 200 000 tonnes avec l'objectif, avec des ETP qui sont de 20 000 ETP. Donc, au-delà de traiter, de réemployer les déchets, etc., les produits, il y a un vrai double rôle en fait, de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi de porter de la création de métiers, de porter de la réinsertion sociale, etc., etc. Donc, c'est un des acteurs importants du réemploi dans le cadre de l'ensemble des gisements et je pense qu'il y aura des gisements pour tout le monde. Et effectivement, de côté conventionnel, on a beaucoup... Alors effectivement, les tonnages sont beaucoup plus impressionnants et en même temps, la moitié de ces tonnages, c'est des échanges en fait, par les réseaux Internet, en fait, des rachats, des reventes, des réemplois, etc. Ce qui fait que et effectivement, vous voyez un petit peu la proportion. Alors c'est 13 000... emploi. Donc on voit que tout le dispositif, le modèle économique autour du réemploi, réutilisation sont vraiment porteurs à la fois d'emplois, de nouveaux métiers et en même temps contribuent largement à l'économie circulaire. Ils ont un peu le même ADN. Exactement. Donc, pour aller plus loin dans l'économie sociale et solidaire, l'ADEME, elle soutient aussi un certain nombre de têtes de réseau. Donc, Emmaüs France, le réseau national des recycleries et des ressourceries. Et ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu, c'est la filière qui n'est pas encore sous REP, mais c'est celle des ressourceries artistiques et culturelles. Et enfin, l'ESS France, et ça, je laisserai ma collègue d'à côté en parler plus largement. En tout cas, l'objectif, en fait, ces conventions avec les têtes de réseau, c'est de définir avec l'ensemble des partenaires un bon maillage, une montée en compétences pour pouvoir porter et structurer des filières autour du recyclage et du réemploi. Voilà ce que je voulais évoquer ce matin avec vous. Et c'est déjà beaucoup d'éléments de contexte. Merci beaucoup, Amélia Pereira. Donc, la transition a été faite déjà pour vous qui travaillez pour la CRES. Donc, vous allez nous parler de cette économie sociale et solidaire et cette filière. Est-ce que vous pouvez déjà nous la redéfinir, nous dire ce que c'est? Parce que l'ESS, le mot, on l'entend beaucoup, mais parfois, les gens ne savent pas exactement ce que ça recouvre. Tout à fait. Alors déjà, donc, ESS France qu'on voyait sur la dernière slide de Mme Pasquet, c'est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Et donc moi, je suis de la Chambre régionale Grand Est de l'économie sociale et solidaire. Alors, l'ESS, qu'est-ce que c'est? Hop. Il faut faire encore une ou deux fois. Ouais. Après, ça va être à vous. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a déjà évoqué pas mal l'ESS depuis le début de cette conférence. Ouais. Il me paraissait important de redéfinir un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous savez ce que c'est l'économie sociale et solidaire?
Et est-ce que vous savez que voilà, il y a une loi qui encadre ce terme et qui définit le terme économie sociale et solidaire comme étant un modèle d'entreprendre. Donc c'est pas un secteur, l'ESS, on entend souvent ça. L'ESS, c'est pas le secteur social de l'économie, c'est bien un modèle d'entrepreneuriat qui est adapté à l'ensemble des secteurs de l'activité économique. Donc historiquement, dans l'ESS, on avait 4 familles de structures. Donc c'est les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, qui existent depuis très longtemps, mais qui ont été, dont le rôle a été ressouligné par l'ESS, par leurs valeurs de gouvernance démocratique, de lucrativité limitée, de poursuite d'utilité sociale. Et c'est ça qui fait le propre de cette économie sociale et solidaire. Par la suite, on a vu arriver une cinquième famille dans l'ESS que sont les sociétés commerciales de l'ESS. Donc ce sont des sociétés de l'économie conventionnelle qui ont adhéré aux valeurs de l'ESS et qui vont mettre en pratique dans leur statut, etc., ces valeurs et ce modèle d'entrepreneuriat. Donc là, vous voyez quelques chiffres sur ce que représente l'ESS en France. Voilà, j'ai fait le choix de vous mettre que quelques données, mais si vous souhaitez un peu plus de données, voilà, c'est possible. Donc, on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Donc, l'ESS, étant présente dans tous les secteurs d'activité, il y a des secteurs où l'ESS a été pionnière. Et c'est notamment le cas du réemploi solidaire. En fait, vous connaissez tous des réseaux comme Emmaüs ou Envie qui, depuis des années et des années, ont pris ce rôle de collecte, de tri, de réemploi des déchets dans des fins solidaires. Donc, on l'a dit, il y a derrière ces activités qui sont complètement ancrées dans la transition écologique. Il y a de la création d'emplois locaux, non délocalisables. Beaucoup de ces structures, recycleries, Emmaüs, etc., sont des structures de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. Donc, elles favorisent l'insertion de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et je dirais même, au-delà de ces 2 rôles, à la fois la création d'emplois et les activités de réemploi, il y a même un 3e rôle qui me paraît important de souligner sur l'ESS et quand on parle de réemploi, c'est que ce sont souvent eux qui vont aussi faire cette mission de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens. Là, je pense à majoritairement des associations, mais pas que, qui vont être au contact des citoyens pour essayer de faciliter un petit peu les changements de pratique, parce que je pense que si vous êtes tous spécialistes des questions de déchets et d'économie circulaire, il y a encore du travail sur le changement, faciliter les changements de pratique des citoyens. Bien sûr. Alors, les structures, on le voit, moi quand j'ai découvert vos slides, 2,6 millions d'emplois, 212 000 établissements, c'est très nombreux, vous l'avez dit, c'est pas un secteur, il y en a dans tous les secteurs de l'économie. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Parce qu'en fait, à part Emmaüs, Envie, qu'on connaît tous, mais voilà, parfois, on ne sait pas que c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut en citer, par exemple, dans les domaines qui nous concernent? Des noms de structures, oui. Écoutez, il y a déjà par exemple, ça dépend si on prend le nombre d'établissements ou plutôt en termes d'emploi. En termes de nombre d'établissements, par exemple, tout ce qui va être le secteur santé et social, il y a des grands groupes dans l'ESS, les grandes mutuelles, il y a le secteur bancaire aussi, où là, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont coopératives. Voilà, des banques comme Crédit Coopératif, par exemple. Enfin, voilà, tous les domaines il y a des structures de l'ESS dans tous les domaines. Dans tous les domaines de l'économie. Alors, pour ces structures de l'ESS du réemploi, qui se développent rapidement, on l'a vu, quels sont les enjeux actuellement? Ils sont très nombreux, il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai qu'avec la loi qui se met en place, il y a de nouvelles façons de faire, de nouvelles réglementations, etc. Et c'est vrai que l'ESS est pionnière sur les questions de réemploi, mais il y a de nombreux enjeux et de nouveaux enjeux sur ces sujets-là. On l'a vu par exemple avec la loi AGEC qui apporte un cadre. Il y a aussi des obligations qui incombent par exemple à des collectivités sur la mise à disposition dans les déchetteries d'espace pour les structures de l'ESS. Donc ça se met en place, mais en tout cas c'est un vrai enjeu pour que les structures de l'ESS puissent sécuriser aussi un accès au gisement de différents objets et produits. Donc il y a évidemment cette question-là. Il y a aussi un enjeu autour de l'accès au foncier qui peut en tout cas être facilité parfois par des collectivités. Il me semble qu'il y a peut-être des initiatives après qui vont illustrer cette possibilité-là. Il y a évidemment un gros enjeu aussi sur le financement. Il y a de plus en plus,
tout est de plus en plus encadré sur le financement à la tonne réemployée. Après, il y a aussi tout l'amont, c'est-à-dire la création d'activités, la création de nouvelles activités pour certaines structures qui sont spécialisées sur une filière et pas sur une autre. Donc il y a aussi besoin d'accompagner la croissance, j'ai envie de dire, de ces activités dont on va avoir de plus en plus besoin à l'avenir pour respecter la loi AGEC. Si on reste sur la question du financement de manière plus large, il y a aussi un levier qui peut être un vrai fort levier de développement pour les structures de l'économie sociale et solidaire, c'est l'achat public. De même que voilà, la commande publique, c'est très très réglementé également. De plus en plus de considérations, il va y avoir de plus en plus de considérations environnementales et sociales à imposer, à mettre en place dans ces marchés publics. Et je pense que là aussi, peut-être les collectivités, c'est un levier si elles veulent favoriser le réemploi solidaire sur leur territoire, de favoriser des structures de l'ESS ou en tout cas sur leur marché, de faire apparaître que les structures de l'ESS doivent être impliquées à un moment ou à un autre dans la collecte, le tri ou le réemploi de certains déchets. De l'imposer. Voilà. Et peut-être un des autres enjeux, dites-moi si je me trompe, mais c'est peut-être une question aussi de visibilité et de concurrence par rapport au privé, qui a des moyens sans doute plus forts. Elles ne sont pas forcément visibles, ces structures de l'ESS. Comment on peut remédier à ça? J'allais y venir, effectivement. Il y a un gros enjeu de promotion des structures de l'ESS. Je voudrais juste revenir aussi sur une partie dans ce que je disais comme enjeu. Il y a aussi l'enjeu de l'accompagnement. Et aujourd'hui, on sent que, en tout cas, en tant que structure accompagnatrice ou en tout cas représentante de l'ensemble des réseaux qui représentent l'ESS, on voit qu'il y a un grand besoin d'accompagnement de ces structures à la recherche de modèles économiques, au respect aussi des exercices, des missions des consignes de traçabilité, etc., qui vont leur être imposées. Et je me permettais juste de vous présenter rapidement. Il y a un dispositif, c'est le dispositif un petit peu national le plus connu d'accompagnement des structures de l'ESS, qui existe sur l'ensemble des départements français. Cependant, il n'est pas spécialisé sur les structures de l'ESS du réemploi, mais il y a une initiative qui me paraît très intéressante, c'est que par exemple, sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, des structures de l'ESS du réemploi, en étant conscientes des enjeux qui se jouent aujourd'hui, elles ont décidé de jouer collectif et elles ont sollicité ce dispositif local d'accompagnement de manière collective pour essayer justement de structurer sur leur territoire l'offre de réemploi de l'ESS, du réemploi solidaire, en essayant de chercher à travailler sur les mutualisations, la coopération, pour mieux mailler le territoire et mieux répondre aux demandes et aux obligations des collectivités. Donc voilà, c'était une petite parallèle sur l'accompagnement. Et juste avant de revenir sur comment identifier les structures de l'ESS, qui était l'objet de votre question, je pense qu'il y a à la fois un enjeu de développement, et c'est tout ce que j'évoquais, mais il y a aussi un enjeu de pérennisation des activités. Et c'est là où on vient sur la question de qu'est-ce que l'ESS apporte de plus par rapport à l'économie conventionnelle sur le réemploi solidaire. On l'a dit, c'est des emplois d'insertion, des emplois locaux, non délocalisables. Les structures de l'ESS, l'une de leurs valeurs fondamentales, c'est la lucrativité limitée. Donc on sert le territoire et on ne sert pas de l'enrichissement individuel, donc c'est très important. Et donc, on voit aujourd'hui pas mal de structures de l'ESS, même des structures historiques et pionnières sur ces sujets et très spécialistes du réemploi, qui vont quand même perdre des gisements au profit d'entreprises privées qui se sont bien rendues compte qu'il y a aussi un marché sur ces sujets-là. Alors, c'est très bien, il y a de plus en plus de solutions de réemploi, même en tant que citoyen. Mais par contre, on voit une grande baisse, notamment des dons solidaires, parce que il y a aujourd'hui des pratiques qui sont... j'ai envie de dire un petit peu déloyale, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, quand un distributeur propose par exemple des bons d'achat en échange d'un don de vêtements de seconde, qu'on n'utilise plus, je trouve que c'est un petit peu, non seulement on perd le don solidaire pour ces structures de l'ESS qui accompagnent des personnes, parce que c'est aussi ce qui leur permet de faire des prix solidaires d'ailleurs, et en même temps, par la pratique d'un bon d'achat, on incite à acheter neuf, ce qui est finalement complètement à l'opposé intuitif par rapport aux valeurs aussi de la loi. Mais d'ailleurs, Emmaüs a fait une campagne pour compenser ça, je crois, pour essayer pour essayer d'expliquer. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on se dit c'est super, je revends mes vêtements, et c'est super. Vraiment, il faut encourager ce genre de pratiques. Mais il y avait déjà des pratiques existantes qui manquaient peut-être simplement des effets pervers. Voilà, exactement. Merci.
Et donc ma question qui était arrivée trop tôt, sur la visibilité effectivement de ces entreprises. Donc c'était mentionné aussi dans votre présentation. L'ADEME finance notamment la Chambre française de l'ESS a financé sur la création d'un outil, puisque déjà il y a quelques années, on faisait le constat de se dire que mais c'est qui l'ESS, elles sont où, combien il y en a, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des entreprises et des collectivités qui se posent ces questions. Donc il y a une carte éco, qui a été créée, qui a été développée il y a 2 ans, et qui recense les structures de l'économie sociale et solidaire au niveau national, qui agissent sur la transition écologique et notamment sur tout ce qui va être gestion des déchets. Donc vous avez l'ensemble des filières qui sont représentées et l'ensemble des activités, collecte, tri, réemploi, réutilisation, prévention, sensibilisation, etc. Donc vous pouvez, je vous invite à aller sur cette carte et si vous souhaitez participer au développement du réemploi solidaire sur votre territoire, que vous soyez une collectivité, une entreprise, vous pouvez, par cet outil-là, identifier les structures de l'ESS. C'est un outil grand public, évidemment. Exactement. Ok. Voilà. Merci à vous beaucoup. Merci. Pour toutes ces explications sur l'ESS. Laetitia Warzé, on se tourne vers vous. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes responsable régionale de collecte Nord-Est pour Écosystème. On a évoqué tout à l'heure rapidement, mais vous allez justement nous réexpliquer le principe des éco-organismes. On en a parlé dans le cadre des REP et de la mise en place de la loi AGEC et de celle qui l'a précédée. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est un éco-organisme et écosystème, puisque c'en est un? Oui, à travers cet exemple, effectivement. Alors, Madame Pasquet l'a dit, un éco-organisme, ça répond d'abord à la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que ça va accompagner les producteurs, sous-entendus producteurs d'appareils ou de biens qui sont mis sur un marché, en l'occurrence le marché français ici, pour assumer des obligations de prise en charge et d'organisation de la filière de fin de vie de ce qui est mis sur le marché. En l'occurrence, en France, comme le modèle qui est choisi, c'est qu'un éco-organisme, c'est une entreprise privée, mais à but non lucratif. Ce qui est relativement intéressant quand même, parce qu'effectivement, il n'y a pas de notion de bénéfice ou de chiffre d'affaires à augmenter, etc. Et l'objectif aussi, c'est de remplir une mission d'intérêt général. En l'occurrence, sur l'exemple d'écosystème, on rajoutera la couche éco-organisme opérationnel. Ça veut dire qu'on est, contrairement à d'autres filières qui vont aider à financer une filière mise en place par des acteurs type collectivité, l'éco-organisme opérationnel prend en charge l'organisation d'une collecte et de traitement d'un certain type de déchets, celui qui concerne son ou ses agréments, et s'assure de l'atteinte des objectifs réglementaires auprès de tous les intervenants, les acteurs, les prestataires qui vont intervenir dans cette filière. Bien sûr, toujours en accompagnant les acteurs qui sont, j'allais dire, en première loge, qui sont souvent les collectivités, notamment pour l'accueil des déchets des ménages. L'éco-organisme, en l'occurrence aussi, va agir sur l'éco-conception de fin de vie, puisqu'on a vu que c'était dans l'ADN de la réglementation, notamment transition énergétique et autres. Nous, écosystème, on est agréé pour les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient ménagers ou professionnels, les lampes et puis les petits appareils d'extinction que vous trouvez dans les véhicules, essentiellement. Voilà pour la présentation rapide. Ok. Et alors, comment, vous l'avez un peu dit, mais comment ça s'inscrit écosystème dans cette filière du réemploi? Alors, ça s'inscrit, il me paraissait important en tout cas de faire un tout petit peu d'historique. Ça s'inscrit dans le réemploi depuis le début de la filière. Pourquoi? Alors, pas parce que c'était dans les lois et autres, mais parce que ça existait déjà dans le paysage français, justement. On a parlé d'Emmaüs, d'Envie, on a cité le réseau des ressourceries. Tout cela existait et faisait déjà du réemploi sur un certain nombre d'appareils électriques et électroniques. Donc, quand la filière s'est créée, ces acteurs, type Envie ou Emmaüs, ont sonné à la porte en disant « Venez pas nous enlever tout le gisement sur lequel on intervient pour faire du réemploi, parce que ce serait idiot. » Et d'ailleurs, dans la loi, il y a marqué premier traitement, réemploi, et pas destruction, recyclage, etc. Effectivement, il y a une hiérarchisation des traitements. Donc, initialement, ce qui a été mis en place, c'est de préserver finalement des gisements, un accès aux gisements. Alors, pour Emmaüs, c'est assez simple, puisqu'il va le chercher chez le particulier la plupart du temps, ou le reçoit dans ses structures. Pour Envie, à travers ces différents
accords nationaux, on a mis en place le maintien de l'accès au gisement distributeur, qui était le modèle d'Envie, en fait. En l'occurrence, un modèle de réutilisation et non pas de réemploi, puisqu'on passe par le statut de déchet et la collecte auprès de la distribution. L'idée était de maintenir donc cet accès au gisement et de soutenir le réemploi en versant des soutiens financiers à ces structures pour notamment soutenir les frais de collecte des déchets qui accompagnent ces appareils qui pourraient être réutilisés ou réemployés. Donc le deuxième point qui a permis de favoriser, alors là plutôt l'ESS que le réemploi, puisque c'est un thème de la table ronde, c'est de mettre justement, on en a parlé tout à l'heure sur les collectivités locales et autres, nous on a mis des critères dédiés dans les appels d'offres pour dire si vous nous donnez une offre financière pour la collecte et la destruction, c'est-à-dire le recyclage et la valorisation des déchets comprenant de l'ESS, à montant égal, vous gagnerez cet appel d'offres, pour être très, très schématique. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place initialement, et ça a permis en fait d'atteindre déjà un petit 1,4% honorable de poids d'appareils réemployés, réutilisés par rapport au gisement collecté total en France. Voilà. Alors, cet objectif-là, ou plutôt ce chiffre-là, on le comprend bien, c'est-à-dire qu'on collecte une tonne d'appareils, enfin, on va dire 100 tonnes d'appareils électriques et électroniques, on les met en déchets, et là-dedans, 1,4 tonnes va pouvoir être réemployée. Mais ce n'est pas l'objectif que la réglementation utilise aujourd'hui, puisqu'elle va plutôt nous donner un objectif, on va le voir, sur le nombre sur la quantité d'appareils mis en marché. Et donc là, vous retrouvez ce chiffre-là ramené donc à cet indicateur-là, il revient à 0,7% des mises en marché d'appareils réemployés. Après, on avait une traçabilité assez partielle des opérations. J'imagine que l'objectif, c'est de passer à une deuxième vitesse. Tout à fait. Pourquoi ? Alors, voilà le schéma de ce que je viens un peu de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on a une partie des déchets qui passent par Emmaüs, qui sont collectés ou donnés à Emmaüs. Ce sont les chiffres 2021 qui nous servent de support, et c'est pour vous donner surtout des ordres de grandeur. Et puis on a une partie des déchets qui passent, des déchets véritablement qui passent par la distribution, qui va être détournée vers le dispositif Envie. Et enfin, on a la plus grosse partie des déchets qui passent par les collectivités, essentiellement les déchetteries, puisque plus de 50% des 500 000 tonnes que vous voyez là passent par ces 60 en l'occurrence, passent par les collectivités. Dans le modèle initial, on a tout ce qui passe par les collectivités repart au recyclage. On a une partie donc, qui est détournée vers Envie et qui va permettre de la réutilisation, et l'ensemble du flux reçu par Emmaüs qui va, lui, servir à la réparation, au reconditionnement, qui va être trié, etc., avec le reste qui repart au recyclage dans tous les cas. On arrive avec ça au fameux 0,7%, mais en l'occurrence, les 9000 tonnes représentent 1,4% des 664 000 tonnes collectées. Alors, c'est pas mal, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les flux qui ne sont pas pris en compte. En réalité, on a une partie des flux qui peuvent être collectés ou donnés via, par exemple, des zones réemploi. Je pense assez localement à l'Alsace centrale, qui avait des caissons de réemploi depuis longtemps, ou à l'Eurométropole de Strasbourg, qu'on appelait à l'époque l'ACUS, mais qui avait déjà ces caissons Emmaüs sur les déchetteries, pour permettre de donner accès à du réemploi plus ou moins formel, plus ou moins tracé. En tout cas, nous, on n'en avait aucune trace. Et c'est pour ça que vous voyez cette petite flèche qui part vers la droite, c'est que tout ce qui était réemployé sur le gisement des collectivités n'était pas tracé. Donc, alors, c'est pas grave, c'était favorisé, c'était fait, mais c'était pas non plus très incitatif de ne pas le tracer. Voilà, on a quelques flèches informelles aussi, où on a, via les marchés de prestations Envie, qui pouvaient éventuellement faire un échange entre une machine collectée dans une déchetterie et qui serait réparable avec une machine complètement cassée et collectée dans la distribution. Mais voilà, tous ces petits pointillés, on n'y touchait pas en termes de comptabilisation. Donc, vous m'avez demandé ce qui a changé. Oui. Ce qui change, c'est que la loi AGEC nous dit maintenant, vous devez consacrer un budget plus important au réemploi, puisque ça doit atteindre 5% des contributions
perçus chaque année par les éco-organismes. Donc, en l'occurrence, chez nous, ça représente quelques millions, à peu près 12, si on se base sur les chiffres de 2021. Nous, on a choisi, en tout cas, d'assurer ça uniquement vers l'ESS. Et puis, les objectifs de réemploi, les fameux 0,7% dont je vous ai expliqué tout à l'heure, doivent s'élever à 2% des mises en marché dès 2023. Donc, il y a 2 enjeux. Il y a 1, on doit favoriser ce réemploi et l'augmenter. Et 2, on doit aussi mieux le tracer, parce que ce qui existait auparavant, ça existait déjà, mais il faut en tenir compte. Voilà. Ça va permettre d'augmenter et de parvenir peut-être à atteindre ces 2%. Est-ce qu'on est peut-être déjà aux 2% sans le savoir ? J'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Mais bon, Donc, on a encore la moitié de l'année pour y arriver. On a encore 6 mois, c'est merveilleux. Voilà. Donc l'idée de ce qui a été mis en place finalement, c'est de renforcer un peu le dispositif existant en se basant sur les modèles existants avec Envie et Emmaüs, par exemple, en soutenant d'autres structures qu'Emmaüs qui sont des structures de réemploi associatives, par exemple, qui vont simplement avoir du don ou faire de la collecte à domicile, et en attribuant à celles qui le souhaitent aussi des gisements supplémentaires issus de distribution, avec pour eux peut-être une qualification un peu supérieure, puisqu'ils vont devenir un peu collecteurs de déchets, etc. Donc, on a donc ouvert la porte à d'autres types d'acteurs, je l'ai dit, en leur attribuant du gisement et en leur donnant aussi des compensations financières lors de la remise de déchets ou lors de la remise en état d'appareils. Donc vous le voyez, il y a un exemple de 70 € par tonne de déchets donc, issus de la collecte triée et non réemployable. Et puis jusqu'à 21 € par appareil réemployé lorsqu'il s'agit. Alors je dis jusqu'à parce que ça peut dépendre. L'idée, c'est d'augmenter leur technicité, ou en tout cas la qualité de leurs prestations finalement de réparation, en disant plus vous garantissez l'appareil, avec 1 an de garantie, en fait, vous avez un maximum de soutien financier. Moins d'1 an de garantie, ça peut être un soutien financier quand même, mais moins incitatif. Voilà, l'idée est d'augmenter finalement la qualification de ces acteurs-là, avec notamment un accompagnement technique. Et surtout, on a profité et on s'est basé, on va dire, sur cette loi AGEC et sur l'obligation de créer des zones réemploi dans les déchetteries pour favoriser ce réemploi. On s'est adossé là-dessus en disant si les collectivités ont cette obligation, on va aussi les aider. On va verser un soutien financier pour les collectivités qui ont une zone réemploi et qui accueillent de l'équipement électrique et électronique à l'intérieur de ces zones, mais à condition qu'elles fassent appel à un acteur qui est suffisamment sérieux pour pas non plus avoir de problème. On parle de déchets un peu dangereux quand même lorsque... je vais encore donner mon exemple classique du grille-pain qui risque de faire brûler la maison. On ne peut pas le confier, on ne peut pas par exemple soutenir du réemploi sous forme de libre-échange. Notre idée, c'est plutôt de soutenir du réemploi un peu qualifié et encadré. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un levier pour encourager les collectivités à mettre en place de la structure autour du réemploi. En fait, auparavant, elles pouvaient être un peu pénalisées, puisqu'on leur faisait accueillir des objets sur leur déchetterie et repartir sans que ce soit jamais tracé, ni quoi que ce soit, ni soutenu par la filière, en l'occurrence. Maintenant, il n'y aura plus d'impact, ou presque plus d'impact du don, puisqu'ils vont recevoir une compensation financière au poids des appareils accueillis dans la déchetterie et un soutien forfaitaire qui leur permettra d'amortir les frais d'équipement de cette zone. Voilà. Merci. Et vous vouliez faire un point, je crois, sur le financement ? Non, il y a encore... Alors c'était surtout, oui, le financement, je l'ai un peu évoqué, c'était surtout pour indiquer que les flèches vertes, c'est le renforcement de toutes ces actions que j'ai décrites, c'est-à-dire qu'on va bientôt, on n'a plus de pointillés, on va avoir vraiment une traçabilité complète sur ce qui est fait, enfin la plus complète possible dans l'idéal. Et une vision globale exacte des flux. Merci à vous, Laetitia Warzé. Avant de continuer d'entendre nos autres intervenants, parce qu'on a un plateau assez conséquent, je propose de prendre des questions, s'il y en a à ce stade. On pourra revenir aussi à la fin de la séance sur les questions-réponses, mais si déjà il y en a, n'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on continue, on a largement de quoi dire. Pas de questions à ce stade ? Bon, n'hésitez pas pour la suite à les noter.
Hop, je passe là. On va se tourner vers vous, Hugues Dumont. Nous allons rentrer dans un exemple précis, puisque là, on était sur le cadre et les réglementations, les structurations. Mais c'est bien de voir en réalité ce que ça donne. Vous allez nous partager votre expérience. Donc, vous êtes directeur général d'Utilis. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la structure? Puis après, on regardera une vidéo pour voir une de vos réalisations. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. On vous entend et je pense qu'ils vont monter encore le son. Oui, donc je représente Utilis, qui est un ensemblier établi sur Mulhouse, un ensemblier d'insertion, donc de l'économie sociale et solidaire. On a 4 structures qui œuvrent autour du réemploi, de la réutilisation et du déchet, notamment des structures en vie dont on vient d'évoquer en ce qui concerne les D3E, en ce qui concerne la collecte de D3E avec Envie 2E, mais aussi la rénovation, réparation de l'électroménager avec Envie Haute-Alsace. Et puis on a une dernière structure qu'on vient de créer, donc plus sur le volet du réemploi il y a 1 an, qui est la Cité du Réemploi, qui est une recyclerie. Alors, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de faire de grands discours, on passe une petite vidéo, ne serait-ce que pour avoir une idée un petit peu plus précise de quoi il s'agit. Donc, la vidéo, plus précisément, sur la Cité du Réemploi. Sur la Cité du qui Réemploi, va arriver. tout à fait. Je crois que derrière, on va nous l'envoyer. Bonjour, cette petite table en bois, je n'en ai plus besoin. J'ai décidé de la déposer à la Cité du Réemploi de Sostheim. Je vous fais découvrir ce lieu en avant-première. La Cité du Réemploi, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors les cités du réemploi, en 3 mots, c'est un lieu où on peut déposer des objets dont on n'a plus besoin. C'est un lieu où on peut aussi acheter des objets de seconde main. Et enfin, c'est un lieu où les habitants et la population peuvent participer à construire une autre consommation par le biais d'ateliers participatifs. Quel est le but aujourd'hui d'acheter d'occasion? Aujourd'hui, un projet comme la Cité du Réemploi, ça s'inscrit parfaitement en fait, dans l'évolution des modes de consommation. On voit bien notre société aujourd'hui est complètement malade de sa surconsommation. Et aujourd'hui, il faut qu'on imagine des nouveaux modes de consommation. La Cité du Réemploi est un outil au service d'une autre consommation. Et donc de réduire ses déchets. Et donc forcément de réduire ses déchets. Tous les coquetiers, j'achète. Donc aujourd'hui, cette vaisselle va retrouver une nouvelle vie. Oui, tout à fait. Comme par exemple les petits coquetiers que vous voyez là, ils ont été vérifiés, s'ils ne sont pas ébréchés, ils ont été nettoyés et puis ils seront mis à la vente. Ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Moi, par exemple. Par exemple. Rendez-vous le samedi 20 novembre pour une journée officielle d'inauguration de la Cité du Réemploi avec des ateliers festifs et participatifs. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la Semaine européenne de réduction des déchets sur le site et les réseaux M2A. Alors effectivement, c'est très parlant. Ce 20 novembre, je crois que ça fait 18 mois qu'elle est ouverte, donc c'est peut-être plus d'actualité. On va juste préciser. Oui. Dites-moi si je ne me venez trompe. pas le 20 novembre. Enfin, venez, mais pas pour l'inauguration. Mais pas pour l'inauguration, Voilà, c'est passé. Effectivement, on a ouvert le 20 novembre 2021. On est là 18 mois d'exploitation. Et d'ailleurs, quand je vois cette vidéo, et comme je vois comme la cité est vide par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, ça m'impressionne un petit peu. En quelques chiffres sur la Cité du Réemploi, c'est une création d'un bâtiment de 2800 m², 3800 m² utilisables. C'est 400 tonnes la première année qui ont transité effectivement par cette Cité du Réemploi. C'est 89 000 objets qui ont été vendus en première année. On est en tendance là, actuellement sur une deuxième année à 200 000 objets. Donc on voit bien la progression très très forte et l'utilisation en fait par les consommateurs de ce dispositif. C'est aussi en termes d'emploi, c'est une quarantaine d'emplois, dont 35 en insertion. Et c'est un objectif à terme de 700 à 800 tonnes d'objets qui pourraient être réemployés, réutilisés. Donc ça, c'est le bilan après 18 mois. On voit la progression très importante. Alors, justement, pour ceux qui seraient intéressés pour lancer aussi des démarches, quels sont les points clés de la réussite avec un petit peu de recul? Vous identifiez qu'est-ce qui a marché, quelles ont été les difficultés, qu'est-ce qui est duplicable? Oui, parce qu'en fait, bien souvent, c'est les questions qu'on nous pose. C'est oui, bon, c'est bien, mais on fait comment? Oui.
Alors le sujet, déjà, moi je pense que cette réalisation, elle est là parce qu'il y avait une volonté politique. Et je crois que là, c'est essentiel sur un territoire. Une association ou un opérateur sans une volonté politique, ou une volonté politique sans un opérateur qui soit en mesure de porter le projet, il y a quand même assez peu de chances que ça aboutisse. Parce que cette démarche, on a dû la commencer en 2017, on a ouvert en 2021, donc vous voyez le délai qu'il faut, et il faut du temps. Alors c'est vrai qu'il est passé l'épisode un peu Covid, on a une construction qui s'est arrêtée, enfin, on a perdu quand même 6 à 10 mois finalement dans ce projet-là. Néanmoins, il faut du temps. Il faut du temps pour plusieurs raisons. C'est d'une part, au-delà de la volonté politique qui doit être très forte, affirmée et réaffirmée, parce qu'il faut qu'il y ait un acteur politique qui porte ses équipes aussi sur des sujets comme ça, qui sont des sujets qui ne sont pas forcément... quand on discute avec le CIVOM de Mulhouse, c'était quand même aussi quelque chose un peu nouveau. Enfin, ils ont l'habitude de traiter 40 ou 50 000 tonnes de déchets. Et quand on vient leur dire, oui, là, on va parler de 700-800 tonnes de réemploi, oui, vous me causez de quoi, là, enfin, voilà. Donc, il y a aussi des évolutions et des changements de pratiques dans les équipes. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Et il faut une vraie volonté politique pour y arriver. La deuxième des choses, c'est la rencontre. C'est qu'une fois qu'effectivement, on a cette volonté politique, il faut effectivement identifier un opérateur. Et il faut créer une confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se construit. Et je crois que c'est aussi pour un projet comme ça, c'est essentiel. Parce que nous, dans le monde associatif, c'est vrai qu'on a quand même plutôt l'habitude de parler beaucoup. Et puis après, quand il faut passer dans des phases de réalisation, les politiques, ils s'attendent à avoir des interlocuteurs du type des grandes entreprises du monde du déchet, par exemple. Ils disent, bon, ça va dépoter, ça va avancer. Mais en fait, dans la réalité, bien souvent, ça ne se passe quand même pas tout à fait comme ça, hein, avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc la confiance, elle est essentielle, elle est à construire. Nous, on a choisi la voie suivante, c'est-à-dire dès le début du projet, on a mis en place un comité de pilotage où participaient effectivement et les élus concernés, les techniciens aussi concernés de la métropole, mais aussi d'autres acteurs. L'ADEME, par exemple, nous a accompagnés dès le début du projet et nous a suivis pendant toutes les phases. Il y avait la région avec un certain nombre de représentants, etc. Mais on a voulu mettre au départ tous les acteurs au sein de cette instance parce que c'est là aussi où on apprend à se connaître et c'est là aussi où on aborde les sujets. Les sujets de fond, on fait comment la réalité, là, il y a une difficulté, il y a des choix à faire. Comment on les partage ou on ne les partage pas d'ailleurs, mais enfin, quelle position on prend et quelle position commune. Donc ça, c'est à mon sens un point essentiel dans la réussite, la confiance, le travail ensemble. Et puis après, c'est sur quoi on établit, comment on conduit l'action. Alors nous, on a fait le choix de dire on veut réaliser une étude de marché et une étude de situation sur ce territoire. Parce que ça n'avait aucun sens de créer un nouveau dispositif si, par ailleurs, un de mes collègues qui est déjà en place disparaît. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est quand même de faire plus et ce n'est pas de faire moins ou au pire égal, quoi. Donc ça, c'est le sujet. Et on a choisi effectivement un opérateur qui a pu nous réaliser cette étude, qui est spécialisé effectivement dans ce type de thématique et qui a été énormément apporteur qui nous a aidé à construire le projet. Parce que par des retours d'expérience, ça nous a permis, à nous, opérateurs, mais aussi à la collectivité, de faire des choix. Parce que tout le long d'un projet comme ça, il y a des choix à faire. Le sujet, par exemple, c'est est-ce qu'on met des caissons de réemploi dans les déchetteries ou pas? Et si on en met, est-ce qu'on met des agents qui sont là pour accueillir effectivement les usagers ou pas? Et le fait d'avoir effectivement dans l'étude, enfin quelqu'un qui vous accompagne, qui vous dit oui, mais moi cette expérience, retour d'expérience à Pau, retour d'expérience à Grenoble, retour, etc., permet aussi à la fois aux techniciens, aux élus et à la structure de se forger un avis et dire c'est cette route-là qu'on a envie de prendre. Merci. Et j'imagine que vous êtes sollicité maintenant, peut-être déjà, pour
outre cette conférence, mais pour justement faire ce partage d'expérience, dire ça c'est important, telles étapes, vous le disiez, on vous demande beaucoup. C'est le signe que ça se développe. Alors, c'est le signe que ça se développe, on nous demande régulièrement. Sauf qu'en fait, il n'y a pas une ligne, il y a des chemins, hein, il y a des points de repère. Nous, ces points de repère sont ceux que je vous ai cités. Et puis après, il y a dans la réalisation, parce qu'une fois qu'on s'est dit, qu'on a fait notre étude, qu'on a validé le fait que, bah oui, il y a un marché, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire, c'est comment on fait, hein, concrètement, donc avec quel parti pris. Nous, par exemple, il y a un certain nombre de partis pris qu'on a pris pour ce projet qui sont pas forcément duplicables dans toutes les situations. Le parti pris, c'est effectivement sur certaines tranches horaires des agents valoristes en déchetterie. Donc ça a été discuté, négocié, enfin acté avec la collectivité. Un deuxième parti pris qui est pour nous assez fort, c'est la volonté d'impliquer la population par le biais d'actions de bénévolat. Et pour nous, ça, c'est essentiel. On pense qu'effectivement, plus la population se sent propriétaire de cet instrument, plus elle a de chances d'en parler autour d'elle, et plus l'action va fonctionner. Alors aujourd'hui, c'est une centaine de bénévoles. Alors, 100 bénévoles actifs, j'entends bien. On est parti, on n'en avait pas, ou on en avait 5. Donc comment on passe de 5 à 100 et on a des demandes toutes les semaines, comment on le construit? En soi, c'est un projet. Là-dessus, on a été aussi accompagné, je peux le dire, par l'ADEME. L'ADEME nous a effectivement, comme ça a été évoqué, bien accompagné sur une partie de la financement immobilière du projet, dans sa phase de réalisation immobilière. Mais il y a eu toute une phase où elle nous a accompagnés avec d'autres acteurs sur comment on peaufine ce projet et finalement, avec les partis pris qu'on a pris, quelle action on conduit pour atteindre nos objectifs. Et ça, il faut aussi avoir en tête que 3 ans ou 4 ans pour développer un projet, c'est une recherche sans cesse aussi de moyens financiers pour conduire cette action pendant ces 3 ans pour aboutir. Alors après, quand on voit le résultat comme il est aujourd'hui, on en est très satisfait. Mais on a été aussi très satisfait de rencontrer au cours de la construction de ce projet des institutions, des organismes qui nous ont dit bah oui, moi par rapport à ça, parce qu'on se connaît, parce que je vous accompagne, etc., j'ai peut-être tel ou tel dispositif qui vous permettra d'avancer sur ces thématiques-là. Merci beaucoup pour ce retour et ce partage d'expérience qui inspirera d'autres initiatives, j'espère. Autre type de structure qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vous qui allez nous en parler, Christophe Fritsch. Donc, on l'a dit tout à l'heure, directeur prévention et gestion des déchets à la métropole du Grand Nancy. De votre côté, quelle est l'initiative que vous avez promue parce que ce n'est pas évident pour les collectivités. On l'a dit, il y a l'impulsion politique. Mais voilà, comment vous vous êtes engagé, vous, et dans quel projet? Racontez-nous. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors effectivement, on a parlé de la réglementation, on a parlé de différents organismes qui peuvent intervenir, mais les collectivités sur cet aspect-là ont un rôle important à jouer et une mission en fait aussi de faire connaître aux habitants tout ce qui doit et tout ce qui peut être fait. Et sur ce sujet-là, donc la métropole du Grand Nancy s'est lancée dans la création d'un réseau de Repair Café à l'échelle de la métropole. Alors l'historique, il est tout simple. Il y avait une MJC donc, sur le territoire donc, qui organisait un Repair Café qui est venu solliciter la métropole à l'époque donc, pour avoir quelques financements sur le sujet. Et dans le même temps, donc, la métropole, dans le cadre du programme local de prévention des déchets, donc, avait commencé à réfléchir à l'organisation d'un village du réemploi et de la réparation à l'occasion de la CERN, la Semaine européenne de réduction des déchets. Et donc cette rencontre a fait germer l'idée d'un projet plus large
que un simple Repair Café au niveau de la MJC, mais l'idée, ça a été vraiment de dire, on peut peut-être travailler ensemble, mais on ne financera pas un seul Repair Café sur une commune, mais l'idée, c'est vraiment de créer un réseau qui puisse intéresser, enfin, qui soit à l'échelle de la métropole. Et donc, cette réflexion a abouti donc, en 2017 à la mise en place, donc à la signature d'une convention et mise en place donc, la création d'un véritable réseau. Et cette action donc, est devenue un projet phare donc, dans le programme local de prévention des déchets sur la période 2018-2020. Et donc, après effectivement la phase Covid que tout le monde a en tête, on vient de renouveler donc, cette convention sur la période 2022-2025. Alors un Repair Café, je pense que la plupart d'entre vous peut-être aujourd'hui connaissent la base. Hein, Au moins le Café. Au moins le nom. Voilà, alors, qui vient des Pays-Bas, hein, c'est pour ça que c'est un anglicisme qui est utilisé. Mais alors, sur le principe, un Repair Café, ça consiste à réparer des déchets électriques et électroniques. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Un Repair Café, enfin, dans notre fonctionnement du moins, c'est un accès gratuit déjà aussi. C'est aussi le fait de trouver des bénévoles qui vont réparer. Et puis ça crée aussi du lien social, ça fait aussi une animation à l'échelle d'un quartier ou d'une commune. On a même aujourd'hui, nous, un Repair Café étudiant. Hein, Nancy est une métropole très étudiante, on a 60 000 étudiants et l'idée, on a beaucoup de relations avec l'Université de Lorraine sur le territoire et l'idée a germé à un moment donné donc de créer un de ces Repair Cafés donc, réservé aux étudiants avec un très bon succès. Et donc... alors l'objectif, oui, c'était vraiment de lancer un Repair, enfin c'était de lancer des adresses avec des rendez-vous mensuels. Hein, c'est vraiment quelque chose où les gens savent qu'ils peuvent venir. Chaque date est précisée, donc ça peut être le premier mercredi de chaque mois, le deuxième samedi, et avec vraiment donc des engagements de part et d'autre. L'idée est aussi à chaque fois de trouver un porteur de projet. Ce n'est pas uniquement la métropole et la MJC qui s'engagent. L'idée, c'est aussi que sur chacun des sites, il y a un porteur de projet qui, au fur et à mesure, va être de plus en plus autonome. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence ces porteurs de projet et d'acquérir donc une certaine autonomie. Alors, je vous fais grâce du détail des engagements des uns et des autres. Mais on pourra y revenir. Donc si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on a un réseau donc qui est unique en France, donc qui est coordonné, qui est avec du soutien. Donc la MJC Lorraine assure vraiment aussi je dirais une coordination efficace sur le sujet. C'est-à-dire que si sur un des Repair Café, on manque de bénévoles, la MJC va contacter en fait, les bénévoles, dont elle connaît plus ou moins aussi la disponibilité, en leur demandant s'ils peuvent se rendre disponibles pour compléter un site un peu défaillant. Donc ça, aujourd'hui, c'est sur le site Repair Café Grand Nancy. Donc on en a 13 aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir 10 sites supplémentaires sur la nouvelle convention. Alors là, je vous ai sorti une copie d'écran d'une partie de ces Repair Café mensuels. Hein. Vous avez les adresses sur la gauche et tous les mois, on sait exactement la date et le créneau sur lequel les gens peuvent se rendre avec leurs appareils en panne, pour les faire réparer. Alors, les avantages du réseau, ils sont multiples. C'est déjà la mutualisation dont je vous parlais tout à l'heure en termes de bénévoles, mais c'est aussi un accès à la formation. Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'est développé au fur et à mesure, auquel on n'avait pas forcément pensé au départ. C'est que y a
Alors, pour reprendre un exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est aperçu que finalement, il y avait un certain nombre de... Alors, je vais citer une marque, mais je n'en fais pas la publicité. On s'est aperçu donc qu'il y avait un certain nombre de cafetières Senseo qui étaient apportées. Il s'avère que c'est, a priori, d'après la MJC, c'est quelque chose qui est assez facile à réparer. Et donc, en fait, la MJC a organisé pour les bénévoles une séance de formation pour la réparation des Senseo, en montrant comment on la démonte, quelles sont les différentes pièces les plus fragiles et plus facilement remplaçables. Voilà, donc tout ça, c'est... Alors, il y a aussi des tutos qui ont été faits, qui sont mis à disposition des bénévoles. Et là aussi, que cet effet d'entraînement intéressant, le fait d'avoir organisé un Repair Café étudiant, donc avec... des professeurs qui se sont intéressés au sujet, et notamment donc, dans tout ce qui était électronique et autres. Donc ce sont les professeurs eux-mêmes qui nous ont proposé de faire des formations aux bénévoles. Et il y a eu notamment, donc là ça c'était 2019, ça s'est un petit peu perdu avec le Covid, mais il y avait eu notamment par exemple une formation sur les condensateurs. Condensateur, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on détecte un condensateur en panne, comment on le remplace. Enfin, et ça, c'est quelque chose, là aussi, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, et c'est vraiment un effet... une dynamique qui se crée autour. Voilà, une dynamique qui se crée sur le sujet. Un point complémentaire aussi, donc, qui est arrivé en cours de route, c'est la demande des bénévoles de pouvoir avoir un accès donc, au stock de D3E pour pouvoir prélever des pièces détachées et au fur et à mesure se faire un stock de pièces détachées. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément tout à fait officiel avec Écosystème, mais voilà, Laetitia est bien au courant. Ça interpelle un peu côté traçabilité, voilà, je ne vous cache pas. Non, mais l'objectif de toute façon est aussi celui-là. Et donc, alors bien évidemment, pour éviter d'avoir du chiffonnage sauvage après et donner cette impression qu'on peut se servir un peu comme on veut dans les déchetteries, on a mis en place aussi tout un affichage. Et donc, quand les bénévoles viennent sur les déchetteries, on est prévenu avant, on prévient les gardiens de l'entreprise. Et donc, il y a un affichage qui est fait donc avec l'indication donc, des Repair Café et du fait que les bénévoles sont en train de prélever des pièces. Voilà, donc la MJC donc, réunit aussi une fois par an donc, les bénévoles pour faire un peu un bilan de ces actions, enfin les bénévoles et les porteurs de projets, pardon. Et puis donc, je vous ai donné quelques chiffres aussi donc, sur 2022. On a aujourd'hui donc, sur les 13 Repair Café donc, environ 108 bricoleurs bénévoles. Il y a pas loin de 1500 objets qui ont été pris en charge. 60% qui ont été réparés. Alors là aussi, dans la réparation, il y a deux types de réparation. Il y a celle qui peut être faite sur le moment, directement. Ça peut être une soudure qui a lâché, c'est quelque chose qui est facile à faire. Mais quelquefois, donc, il y a une pièce qui est cassée. Alors même si on a un peu de stock, on n'a pas tout, forcément. Et donc, dans ces cas-là, donc, les bénévoles vont fournir des indications sur des adresses, des sites internet sur lesquels la personne va pouvoir aller acheter la pièce. Et elle reviendra donc le mois suivant avec cette pièce et son matériel et on va pouvoir la lui remonter. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a un effet intéressant, donc même sur le long terme. Et donc au total, donc c'est environ donc 3000 kilos de déchets évités. Et donc, alors même si sur le Grand Nancy, on collecte au total 130 000 tonnes sur le territoire, on s'intéresse quand même aussi au petit tonnage. Et donc toutes les actions sont intéressantes et on ne peut pas non plus voir ça uniquement que par le prisme du tonnage, mais il y a aussi donc tout l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui ne se quantifie pas. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Un dernier point sur, le volet financier, parce que le modèle financier forcément, de la chose. C'est toujours un peu le nerf de la guerre. Alors, il y a des chiffres qui vont peut-être un peu qui vont surprendre. Effectivement, donc il y a eu un engagement important de la métropole sur le sujet, et donc sur la période 2017-2021, donc c'est 150 000 € de financement qui ont été apportés à la MJC.
donc soit environ 200 € par rendez-vous. Alors, bien évidemment, hein, on parle du point de ce Repair Café, de ce rendez-vous mensuel, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qu'il y a derrière, la préparation, hein, et tout le travail dont je vous ai parlé, qui est autour de ça et qui se développe. Alors, en contrepartie donc, de l'aide qui est apportée par la MJC Lorraine donc, aux porteurs de projets, il y a une participation financière qui est demandée aux porteurs de projets. Hein, ce n'est pas gratuit non plus pour eux. L'idée, c'est vraiment aussi d'impliquer ces porteurs de projets. Donc, alors la première année, on prend entièrement en charge. Et à partir de la deuxième année, donc, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, donc, le porteur de projet devienne de plus en plus autonome. Mais on sait très bien qu'ils ne peuvent pas forcément tous l'être tout de suite. Et donc, il y a un fonctionnement donc, qui a été mis en place donc, avec deux possibilités. Donc, soit il devient autonome, il continue à participer au réseau, il peut bénéficier donc, de tous les avantages que j'ai cités. Soit le porteur de projet donc, se considère encore un peu fragile, on va dire. Et dans ce cas-là, donc, l'action peut se poursuivre, mais avec une participation plus importante. Merci beaucoup. Donc on a bien vu la mission d'animation et de structuration de la collectivité. Antoine Dubois, vous êtes entre autres vice-président en charge de l'ESS à l'Eurométropole Strasbourg. Ça vous fait réagir peut-être ces financements? Enfin voilà, vous, à votre niveau, comment on peut justement impulser, aider financièrement, structurer, avec tous les exemples qu'on a vus? Et merci de votre patience au passage, mais la parole est à vous. Non, mais merci pour votre patience, c'est bien normal. À travers mes propos, je vais peut-être répondre à votre question qui a plein de tenants et aboutissants, mais en liminaire, je vais faire trois points. Le premier, se rappeler où on est en fait, à Strasbourg, terre d'humanisme rhénan, où en 3 générations, en 75 ans, on a changé 5 fois de nationalité. Donc je pense que la résilience et finalement le réemploi est quelque chose qui est sans doute dans nos gènes. Alors c'est une référence historique qui est peut-être un peu scabreuse, mais qui veut bien dire quand même que le sens de la propriété pour nous est probablement plus celui du sens que celui de la possession. Deuxième point, quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire qu'avec les 5% d'obligation de réemploi des déchets ménagers, excusez-moi, mais c'est pas suffisant en fait. Hein. Il faut accélérer, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller beaucoup plus fort. C'est pas possible. Regardez les ressources de la planète. Voilà. Par contre, 5%, c'est hyper ambitieux en fait. C'est hyper ambitieux parce que notre territoire au national, je pense qu'il n'y a pas d'énormes capacités supplémentaires. Donc, on n'est qu'à 2% aujourd'hui. Il faut accélérer, mais je pense qu'on doit se le dire ensemble, nous acteurs et professionnels. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Troisièmement, c'est l'efficience de l'économie sociale. Les chiffres qui ont été cités tout à l'heure. On est à 4 fois moins de tonnage, on est à 1,5 fois plus d'emplois. Et quand on parle tonnage, j'ai bien noté qu'il y a un certain nombre de tonnages qui sont valorisés uniquement sur des flux financiers. Donc la réalité du remploi derrière, je pense que l'économie sociale a toute sa place. Et c'est là où l'acteur politique, l'acteur public, doit effectivement faire attention dans ses appels à projets à favoriser les acteurs qui sont plus proches de ces valeurs du territoire, ou qui ont un impact plus positif sur son territoire. Alors sur Strasbourg, sur l'Eurométropole de Strasbourg, qu'est-ce qu'on en fait? Un petit point, on ne l'a pas évoqué, mais je vais faire chacun a donné des références théoriques de textes législatifs. Moi, je vais me référer à l'Europe, au traité de Lisbonne, qui crée enfin un statut d'intérêt général, des structures d'intérêt général, et plus particulièrement les structures d'intérêt économique général, qui nous permet, pour les collectivités, à la fois d'avoir une valorisation économique et une obligation de service public qu'on va financer. C'est-à-dire l'acteur va générer ses propres flux financiers, comme on l'a vu à travers les exemples qu'on a vus, réutilisation, réemploi, mais la collectivité va le financer parce qu'on sait très bien, on l'a dit, la R&D en 3 ans pour les structures d'économie sociale qui n'ont pas beaucoup de fonds propres, pas forcément beaucoup de retour d'investissement, c'est difficile à financer. Donc la collectivité va soutenir à travers ça. Et puis parce qu'il y a une mission d'intérêt général où la collectivité s'y retrouve. J'y reviendrai à travers les exemples que je vais pouvoir vous donner. Mais les grandes problématiques auxquelles on a à faire face, évidemment, c'est s'il y a un déchet, c'est qu'il y a une raison, évidemment, une raison de jeter. Alors, soit parce que la fonctionnalité n'est plus là, c'est ce qu'on dit, soit parce qu'il y a un effet de mode, là c'est plus catastrophique, mais je pense que les choses évoluent. Toutes les raisons ne sont pas bonnes, mais en tout cas, c'est fait, il y a une décision qui est prise.
Et nous, en tant que collectivité, évidemment, on a des problèmes de récupération. On doit structurer la filière de récupération. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais je pense qu'on peut encore accélérer, aller au plus proche des consommateurs ou des industriels pour ces aspects-là. On a un gros problème de stockage. La surface du foncier est de plus en plus importante et on ne peut pas se permettre de sortir ça des zones urbaines à l'autre bout et d'aller mettre sur des surfaces trop loin. Et il faut absolument, alors on n'est pas vraiment dans l'économie circulaire, mais moi je milite pour des fonds publics qui vont investir sur du foncier parce que c'est trop cher. Strasbourg est trop cher, les structures d'économie sociale ne peuvent pas se payer du foncier. Il y a des gros problèmes d'investissement. Alors, il y a des zones industrielles qu'on peut réutiliser pour ça. L'histoire de nos villes nous le permet, mais je pense qu'on a... En tout cas, je milite pour une intervention publique, un outil foncier public, notamment au profit des structures d'économie sociale. Alors, sur Strasbourg, quelques exemples. Le premier que je vais citer, c'est évidemment et saluer la présence de Gilles Gros-Claude avec Relais 2D, qui est une structure qui aide les collectivités depuis longtemps sur des clauses d'insertion sociale, ou dans nos marchés publics, on essaye de faire de l'insertion par l'activité économique, et donc on calibre nos appels d'offres avec les besoins du marché. Et cette structure s'est lancée, que je préside par ailleurs, que je connais bien évidemment, mais qui s'est lancée aussi dans le réemploi des équipements de bâtiments. Voilà. Alors, pareil, problème de stockage. Et voilà, on a avant ça un problème de démontage. Donner un coup de bulle dans un immeuble, c'est facile. Démonter chaque chose qui peut être montée, c'est un nouveau métier. Et les structures d'économie sociale sont par leur méthodologie de travail, sont sans doute des bonnes réponses. On a d'autres problèmes qui se posent derrière et qui sont plus nationaux. C'est une fois qu'on a le matériel, une fois qu'on l'a stocké, une fois qu'on a trouvé une réutilisation, c'est qui est-ce qui l'assure ? Qui est-ce qui garantit que ce matériel fonctionne toujours ? Et nos sociétés d'assurance là-dessus sont très très frileuses parce qu'il y a dans la chaîne qui s'y passe, préfèrent garantir le fabricant plutôt que, malgré qu'on ait respecté tous les process, la viabilité du produit. Alors on est au tout début du démarrage de ce projet d'ampleur, mais on pourra y revenir dans vos questions si vous le souhaitez. On a 3 SIEG sur le territoire. On a Kaléidoscope, qui est dans les coopératives d'Alsace, la COPé, sur notre territoire. La structure s'est arrêtée, on a réutilisé les locaux et on en fait un tiers-lieu d'économie sociale. C'est un premier SIEG. On est un peu loin de notre sujet, mais je tenais à le citer puisque je parle des SIEG. Les 2 SIEG que je vais vous citer maintenant sont plus proches de notre thématique, de notre table ronde. C'est évidemment le textile, linge de maison et les chaussures, qui est le premier qu'on a développé, où sur notre territoire, on voyait pousser des demandes d'occupation de bennes de récupération. Et pour ceux qui connaissent Strasbourg, le nord de Strasbourg est un peu plus riche que le sud de Strasbourg, et les structures pouvaient se battre parfois pour avoir leur benne aux beaux endroits, parce que quand vous... je vais être très caricatural, mais quand vous récupérez un sac Louis Vuitton dans une benne, c'est pas la même chose que quand vous récupérez des vieux chiffons déchirés. La revalorisation est évidemment pas la même. Voilà. Et donc, avec les acteurs du terrain qui s'étaient déjà structurés, on a mis effectivement un SIEG en place, on a réparti le territoire, on a alloti, et maintenant on a même accéléré la collecte du textile, linge de maison et chaussures. Et je me fais le porte-parole des acteurs, disent aujourd'hui que c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus structurant, et on a accéléré la transition de notre territoire. Premier point. Donc c'est bien l'intervention de la collectivité publique qui à un moment met des règles du jeu en utilisant des outils qui ne sont pas uniquement la question d'une autorisation d'une benne à un endroit. Le deuxième qu'on est en train de lancer, c'est sur le numérique. L'Eurométropole, la communauté urbaine de Strasbourg, les agents de la collectivité sont utilisateurs comme dans leur activité professionnelle de tout un équipement d'ordinateurs, de téléphones. Et on recycle naturellement à peu près 2500 équipements par an. Et notre volonté, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a le centre administratif à Strasbourg avec tous ces agents. Mais on a envie d'emmener aussi les petites communes de l'Eurométropole, 33 petites communes qui ne sont pas forcément structurées pour ce faire. Et donc on monte un SIEG pour ça. Voilà. Avec un certain nombre d'obligations que je vais vous détailler. Et puis notre idée derrière ça, c'est qu'une fois qu'on aura fait la partie publique, qu'on aura structuré un peu le marché, on pourra emmener peut-être plus facilement aussi les particuliers dans cette direction. Alors la première chose que je tiens à souligner sur ce SIEG, sur le numérique, c'est qu'on travaille avec les 2 éco-organismes
effectivement, qui nous accompagnent. Je ne reviens pas dans le détail, ça a été un petit peu expliqué, la plus-value qui est la vôtre, mais écosystèmes et écologiques sont des vrais partenaires pour nous, tant sur l'aspect méthode que sur l'aspect connaissance du circuit. Et on a décidé de définir 6 obligations de service public qu'on va imposer aux intervenants et sur lesquelles on va les financer pour ce faire. Alors, la définition est assez simple. Je vais vous en citer quelques-uns, vous verrez, ça paraît évident. C'est moins facile à valoriser financièrement parce qu'il faut quand même, suivant les acteurs, suivant leur logique, il y a quand même des coûts économiques qui sont différents. On a 3 obligations de service public dans l'informatique, 1 dans l'environnement et 2 dans le volet solidaire et partenarial. Alors évidemment, le premier, c'est proposer du matériel informatique. Je vous ai cité, je crois, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. C'est les reconditionner, enfin en tout cas leur redonner leur premier usage, qui est celui de faire de la bureautique ou d'appeler avec du déverrouillage, du logiciel libre, voilà. De revendre, enfin de reproposer, évidemment de revendre ces équipements avec une garantie. Je fais écho à ce que je disais là sur les bâtiments, les remploi dans le bâtiment qui est un autre problème. Là, on a un peu plus de possibilités parce que c'est la structure elle-même qui va apposer sa garantie. Et on incite sur du logiciel libre. Vous avez vu la finesse de mon propos, enfin, je ne sais pas que vous l'avez souligné. On incite parce que c'est un vrai sujet en fait. Le logiciel libre, on voit bien sur les aspects numériques, c'est une nécessité. La consommation de data, les utilisations, tout ça. Mais quand vous avez utilisé Microsoft pendant 1, 2, 3, 10 ans, 20 ans, c'est difficile de revenir à des logiciels libres. Alors qu'à l'inverse, quand vous avez été premier utilisateur, je pense notamment des personnes qui sont en forme d'exclusion de l'électronisme, eh ben, elles l'intègrent facilement. En tout cas, c'est une volonté qu'on a d'aller dans ce sens-là, mais c'est pas toujours simple. Et puis, dans l'obligation informatique, enfin dans l'obligation de service public, on force aussi à un accompagnement. On va demander aux structures aussi d'accompagner les personnes dans la prise en main, parce que c'est pareil, passer d'iPhone à Samsung, ça paraît simple, mais quand vous n'avez jamais utilisé un téléphone, ou un ordinateur, il faut avoir une prise en main, et c'est bien normal. Et on va le financer. Alors, le volet environnemental, l'obligation de service public paraît évidente en trouvant de nouveaux propriétaires. C'est-à-dire qu'on va les imposer à pas simplement recycler, mais avoir aussi des lieux de vente et essayer de développer sur le territoire des antennes au plus proche des besoins des habitants. Et puis sur le volet social et partenarial, évidemment, il y a 2 choses qui nous tiennent à cœur. Et je vous l'ai dit un peu en liminaire, c'est l'emploi. Donc on favorise des structures qui redonnent de l'emploi à des personnes en difficulté. Donc c'est le volet insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, voilà des labels qu'on connaît bien. Et puis surtout, c'est favoriser l'accès à des personnes qui sont éloignées par exclusion économique. Un appareil, j'ai cité 2 marques tout à l'heure, je donne au défi, vous payez ça quand vous avez des revenus d'aide sociale. Et pourtant, dans le réemploi, on peut avoir accès à du matériel de deuxième main tout aussi efficient, tout aussi performant. Voilà, je pourrais malheureusement pas vous en dire beaucoup plus parce que l'appel à projet est en cours, donc une obligation de réserve sur la suite, mais en tout cas très, très structurant sur notre territoire. Et puis, le politique que je suis doit donner avec son équipe un certain nombre de directions aussi. Je crois que dans notre équipe, on voudrait bien travailler aussi à la question des vélos. Pour les Strasbourgeois ou ceux qui viennent visiter, vous aurez remarqué que Strasbourg est très confortable à vélo, parce que c'est plat, parce qu'il y a des pistes cyclables, parce qu'il y a des habitudes. Voilà, mais on a, je sais plus, 15 000 vélos en stock dans les caves, sur l'espace public, et c'est un vrai problème aussi. Voilà, et donc il y a des filières qui existent déjà, mais on voudrait sans doute l'accélérer. On en parlera notamment cet après-midi des REP concernant toutes les nouvelles mobilités. Donc là aussi, ça fait l'objet d'autres débats. Merci beaucoup. Je ne vous coupe pas la parole. Vous aviez... Non. Enfin, peut-être, je ne sais pas si j'ai répondu à travers mes propos à votre question, mais en tout cas, en termes de méthode, beaucoup d'écoute du territoire, parce que la volonté politique est indéniable, mais on ne fait qu'avec les acteurs, ce qui était dit tout à l'heure. Évidemment, on doit structurer nos démarches, et là je souligne l'engagement des agents de la collectivité publique, dont certains sont là aujourd'hui, parce que sans eux non plus, leur expertise, leur savoir-faire et parfois leur passion, on avancerait moins vite. Voilà. Vous avez besoin les uns des autres, on l'a bien compris. Merci beaucoup pour ce regard politique. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions, je vois qu'à 6, en développant, le temps passe vite avec vous. Est-ce que
il y a des questions de la part du public? Je sais qu'ils ont été très complets. Oui, merci madame. Un micro arrive vers vous, regardez. Bonjour, Mélanie Clavier, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg aussi, service déchets. J'ai une question du coup pour la métropole du Grand Nancy. J'ai juste pas bien compris en fait, la MJC, c'est pas le porteur de projet. D'après la slide, j'ai l'impression que c'était différent. Alors, la MJC a 2 statuts. Elle est porteur de projet pour son propre Repair Café qu'elle réalise au sein de ses locaux, mais elle est par contre l'organisateur, le coordinateur du réseau. Donc il y a bien plusieurs structures sur le territoire qui organisent des Repair Café. On a 13 porteurs de projets. Okay. Et on a en structure chapeau, on a la MJC Lorraine. Des porteurs de projets que vous lancez d'ailleurs, parce que vous disiez la vocation, le but c'est un petit peu aussi qu'après elles soient plus autonomes, hein, c'est ça dans leur gestion. Ouais. Enfin, on leur laisse le choix. Oui. Mais après il y a aussi. D'accord, c'est un choix. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça vous donne des idées peut-être? Oui, j'avais juste une question par rapport à la table ronde cet après-midi, justement, pour faire le lien, puisqu'on est sur les nouvelles mobilités, dans le cadre des Repair Café, et on est ici dans la ville en France, l'agglomération exemplaire en termes de mobilité et de vélo. On voit émerger des initiatives privées de réparation, reconditionnement de vélos. Et est-ce qu'au niveau des Repair Café, il y a aussi une réflexion sur ces sujets-là, et comment se passe la cohabitation, puisque justement, pour certains, c'est un business à développer. Et on l'a vu, la gratuité, on a vu toute cette approche vis-à-vis de l'habitant dans le cadre des Repair Café. Est-ce qu'il y a une réflexion actuellement sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles approches qui vont arriver et cette cohabitation avec des initiatives privées? Alors, sur le sujet, il n'y a pas particulièrement de concurrence. D'ailleurs, on voit bien aussi... tout l'intérêt des Repair Café, c'était justement aussi qu'il y avait un manque de structures, même commerciales, pour la réparation. Pour ce qui concerne le vélo, on a là aussi d'autres actions, hein, bien évidemment. Si vous me branchez sur le sujet, on y passera toute la journée. Mais non, là aussi, il n'y a pas de... l'objectif est vraiment de pouvoir redonner vie à tous les matériels, quelle que soit la situation. On a également donc un annuaire des structures du réemploi et de la réparation, dans lequel il peut y avoir autant, donc qui est consultable sur le site du Grand Nancy, et dans lequel on va avoir autant des entreprises privées qui peuvent faire de la réparation que des structures de l'ESS. Mais j'imagine que la sous-question, peut-être, c'est cette question que comme il y a des marchés émergents, comme il y a des business qui se créent aussi avec la deuxième main, avec les nouvelles mobilités, toute cette gestion des déchets, est-ce qu'il faut veiller à garder de la place pour les petites structures? Parce que c'est l'ADN en fait du réemploi, c'est que ça ne devienne pas un business. C'est peut-être ça qui était... je ne sais pas. Si vous voulez réagir là-dessus rapidement. Je veux bien, en repartant sur un volet historique, comme je l'ai fait dans mon intervention tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on constate, enfin, pour les utilisateurs de vélo à Strasbourg, essayez d'aller faire réparer votre vélo chez un vendeur, il va vous dire, oui, mais je gagne ma vie en fait en vendant des vélos et pas en les réparant. Parce que réparer une roue, une chambre à air, des freins, c'est 90% de temps homme. Et ça coûte très cher. Et voilà. Et par rapport au rapport qualité-prix, c'est difficile. Donc il y a des petites initiatives qui se développent. Et c'est là où je pense que la collectivité publique doit intervenir en associant les usagers, en investissant sur ça. Mais pour répondre à la question, je pense qu'il n'y a pas de compétition. Si le marché trouve sa place, il le fera. Mais sur des grands volumes, je pense qu'il y a de la place pour les structures d'économie sociale. Et donc, dans nos réponses, dans les appels à projets, on vérifie aussi que chacun puisse trouver sa place, parce qu'il y a une logique de territoire. C'est eux qui ont créé le besoin. Enfin, les exemples qui ont été donnés tout à l'heure en prenant Envie et Emmaüs, une mauvaise décision pourrait effectivement faire éteindre ce genre de dispositif. Hugues Dumont, vous vouliez dire un mot? Oui, peut-être Laetitia Warzé après rapidement aussi. Et effectivement, sur la question des ateliers d'autoréparation de vélos,
Nous, dans le cadre de la création de la Cité du réemploi recyclerie, on avait comme parti pris de mettre en place des ateliers participatifs. D'où l'idée aussi d'avoir un volet bénévolat fort avec quelques points des gens qui ont des compétences techniques. Aujourd'hui, on a 3 ateliers participatifs qui fonctionnent. Un sur la couture, réparation de vêtements, transformation de vêtements, et un sur l'autoréparation de vélos, avec des plages horaires qui sont déterminées, ou effectivement pour des petites réparations comme ça. Alors l'idée, c'est vraiment dans l'esprit du Repair Café. C'est les gens viennent, enfin s'inscrivent en ligne, donc il y a des plages horaires déterminées dans la semaine, avec des bénévoles qui encadrent, dont certains anciens techniciens du vélo retraités. Et puis les gens font leur propre réparation sous tutorat. Donc effectivement, c'est possible de faire un type Repair Café en autoréparation vélo. Merci. Pour conclure, Laetitia Warzé, vous vouliez apporter un... Je voulais juste dire que j'avais la même réponse à donner à propos de la SNCO, finalement, puisqu'on se rend compte que c'est du temps qui va être passé pour réparer cet appareil-là en Repair Café, mais qui serait absolument pas gérable par un réparateur privé qui va demander beaucoup plus cher, et il vaut mieux en racheter une neuve dans ces cas-là. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de dispositifs complémentaires qui ne sont pas au même niveau, mais qui sont là pour augmenter le réemploi. Les Repair Café, par exemple, où la réparation de vélo s'adresse à des gens motivés qui ont vraiment envie de ne pas jeter pour rien et qui vont du coup s'impliquer, impliquer du temps, impliquer de l'énergie, une recherche de solutions, etc. À l'inverse, quand on est dans un dispositif qui est comme celui qui préexiste avec Envie et la réparation de machines à laver, on se retrouve dans un milieu qui est aujourd'hui vraiment mis en concurrence et mis en danger par l'appel de la lucrativité, finalement, de la possibilité de réparer des gros appareils à grosse valeur, finalement. C'est-à-dire que passer 2 heures sur une machine à laver, c'est moins important que passer 2 heures sur une SNCO. Parce que la valeur de la machine le permet et qu'on peut demander 100 ou 150 € pour la réparation. Et c'est là que notre fonds réparation intervient, parce qu'on va plutôt, nous, en tant qu'éco-organisme, et par l'obligation réglementaire d'ailleurs, inciter les gens à faire la réparation auprès d'un réparateur agréé, donc le réseau Quali-Répar, qui va être soutenu par un petit bonus réparation, donc faire diminuer le coût de la réparation au consommateur finalement, plutôt que de dire... non, je le laisse au distributeur parce que je vais en racheter un neuf et puis c'est lui qui va faire cette opération de réparation et s'en mettre plein les poches au passage. Quand c'est Envie, c'est bien, quand c'est le distributeur, c'est moins bien, en tout cas pour l'emploi. Voilà, le bonus réparation va permettre peut-être d'augmenter la durée de vie des produits de cette manière-là, mais par le choix du consommateur. Merci. Un mot de conclusion sur ce point-là par Nathalie Pasquet de l'ADEME. Peut-être pas un mot de conclusion, mais tout au moins une ouverture aussi, c'est de dire qu'effectivement, il faut une coexistence des deux, les objectifs ne sont pas les mêmes, et puis il faut peut-être se projeter dans le changement de comportement. Et je pense que là, il y a une vraie valeur éducative de pouvoir faire de la réparation, de aussi changer la trajectoire, parce qu'on va quand même devoir changer drastiquement la trajectoire, au-delà du réemploi, mais la trajectoire à 2050 sur la neutralité carbone, et tout ça, ça contribue. Donc c'est une dynamique aussi de changement, une dynamique aussi de solidarité, sociale, de nouveaux métiers pour tout le monde, en fait. Donc il y a la coexistence de tout ça, et la loi le permet, en fait. Et cet amendement, en fait, c'est un amendement, hein, les 5% qui vont plus à la direction des ESS, qui a été... adopté sous l'égide de la proposition des Sénats, je crois, par Barbara Pompili, qui permet justement de cette cohabitation, et je pense que c'est une richesse plutôt qu'une concurrence. Je pense qu'il faut le voir comme ça, et ce n'est pas les mêmes objectifs. Voilà. Et donc, ça contribue aussi à faire avancer vers un changement de paradigme global. Voilà. Et la clé, ce sera le changement de comportement. Et Amélia Pereira citait les associations, notamment de l'ESS, qui font beaucoup de travail là-dessus. Merci à tous les 6 d'avoir été avec nous et d'avoir participé, enrichi les échanges. Je pense qu'on pourrait continuer, mais ça peut se prolonger sur le salon, n'hésitez pas. Dans le public, sachez que vous pouvez rester avec nous, qu'il y a d'autres conférences, encore 2. Une dans le cadre du salon Cyclo sur les eaux pluviales et l'aménagement urbain, et donc la gestion intégrée des eaux pluviales, on appelle ça comme ça, comment on peut réutiliser l'eau et faire des choix d'urbanisme malin.
Là aussi, vous découvrirez des projets inspirants qui ont bien marché. Et puis, pour clore ce rendez-vous CEDEC, on l'a dit, une dernière conférence cet après-midi sur la thématique nouvelle mobilité, nouvelles énergies et comment gérer tous les nouveaux déchets liés à ces innovations. Et il y en a beaucoup, les chiffres font tourner la tête. Merci beaucoup et à très vite sur le rendez-vous CEDEC.